accommodement raisonnable. Vous allez me dire, oh, il en existait pas. Ou c'est une question récente, effectivement, comme vous et moi. Vous ne connaissez pas le mot il y a 2 mois. Merci Mario. L'accommodement raisonnable, on se comprend. Je vais essayer d'être synthétique sur ce point-là, à propos duquel il y a un exercice de réflexion important qui est en cours. D'abord, si on considère que la notion d'ouverture de la société civile à des différences est une notion qui est liée à la vie des institutions. Parce que vous et moi n'avons pas des constitutions dans notre poche. Vous et moi rencontrons les gens et décidons de les accommoder ou non sur une base individuelle. Lorsqu'on parle d'accommodement raisonnable, on parle de l'accommodement raisonnable au sein de l'institution. Alors, si on prend la question sous cet angle-là, les patriotes l'ont, comment je pourrais dire, fréquenté très souvent. Anecdote. 1804. Ezekiel Hart, ça vous dit quelque chose? Député donc élu 3 fois à Trois-Rivières, et à chaque fois qu'il arrivait pour siéger au Parlement, on lui demandait de jurer sur la Bible, et il ne voulait pas, parce que Ézéchiel, il est juif, alors pas de Bible, pas de député. On peut considérer ici qu'on est en face d'un cas d'accommodement déraisonnable. Alors en fait, même pas, on est en face d'une fermeture. Ce qui est très intéressant, vous aurez compris que les députés patriotes vont s'intéresser à cet enjeu-là. Et rappelons-le, parce que mon Dieu, c'est pas suffisamment connu, c'est que la loi qui est passée, une des dernières lois d'ailleurs du gouvernement du Bas-Canada en février 1834, fait en sorte que les Juifs ne souffrent plus d'aucune exclusion au sein des institutions politiques, et notamment lors des élections, afin de représenter leurs concitoyens. Ça non plus, c'est pas suffisamment connu, c'est que la législature du Bas-Canada est la toute première législature de tout l'Empire britannique à reconnaître ce droit-là. Alors, ce qui est ironique, c'est que la Grande-Bretagne va le reconnaître seulement des années plus tard. Et le premier ministre de Grande-Bretagne, peut-être vous le connaissez, de 1854 à 59, puis de nouveau dans les années 60, Benjamin Disraeli, juif lui-même, doit ironiquement une partie de son droit de siéger au Parlement britannique du précédent au Canadien. Bien sûr que c'est un cas, rappelons-le, qui rappelle en particulier non seulement à quel point les institutions québécoises sont historiquement très accueillantes, mais en plus innovatrices à bien des égards. Il demeure que la question des accommodements pose un problème ici qui est particulier. Essayons de rappeler ceci. Une autre anecdote. En 1834, toujours, au Québec naissent plusieurs sociétés nationales. Vous connaissez bien sûr la Société Saint-Jean-Baptiste, j'espère. C'est loin d'être la première. Au Québec et à Montréal en particulier, existaient en 1834 pas moins de 7 associations nationales. Okay? Et ces associations-là, la German Society pour les Allemands, il y avait parfois la St. George Society pour les Anglais, la St. Andrew pour les Écossais, la St. Patrick et la Hibernian Society pour les Irlandais. Les Irlandais en avaient 3. Avaient toutes un pignon sur rue et avaient un leadership, des statuts et un président et tout le reste. Or, non seulement les Canadiens français vont être le tout dernier groupe de la province à s'organiser en société nationale, et encore, on pourra en parler longtemps, le geste posé en 1834 est très, très, très modeste. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait un party. Les véritables statuts de la société vont être bien après les années 1840. Et ramenons ça quand même en 1834. Ce qui se produit, c'est que alors que toutes les sociétés nationales étaient fermement ethniques, écoutez, les règlements et statuts de ces associations-là vous dresseraient les cheveux sur la tête. Par exemple, l'association, la Welsh Society des Gallois refuse d'admettre des Anglais ou des Écossais dans son rang. Et lorsqu'on lance des assemblées, on convoque des assemblées, on dit que vous êtes obligés d'être membre de la St. George, et on dit, mais vous allez être membre un True Briton, okay, of birth, etc. Bref, vous devez prouver vos ascendances ethniques et votre origine. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler
le tableau est à côté, qu'au premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste, il y avait autant d'anglophones que de francophones, il y avait des Irlandais, et les premiers toasts qui ont été portés, ça a été pour Daniel O'Connell, la lutte des Irlandais, nos amis du Haut-Canada, en particulier Mackenzie et John Locke. Je n'ai pas besoin de vous rappeler cette ouverture-là, mais quand même, il ne serait pas mauvais qu'on bâtisse à un moment donné un petit historique de ces actes qui démontrent à tout le moins une très grande ouverture. À quoi, cependant, là où je pense je peux contribuer au débat, c'est en vous rappelant que le mouvement patriote, j'ai besoin de vous le rappeler, était un mouvement d'avocats. Daphino est avocat, Benjamin Vigé est avocat, Michel Vigé est avocat. Bon Dieu, des avocats sont légalistes. Ils voient d'abord et avant tout l'ouverture par l'ouverture des institutions et le devoir de chaque citoyen comme devant se conformer aux institutions. Les patriotes, malgré ce qu'on pourrait en dire, sont extraordinairement légalistes. Ils ont une approche, et c'est vraiment leur corps défendant, qu'ils vont outrepasser les lois de 1837. Et ça conditionne tout le rapport à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les minorités, les approches culturelles différentes. Les patriotes sont issus d'une culture cosmopolitaine, directement issus des philosophes des Lumières. Pour eux, deux principes, il y a deux colonnes devant le temple de la société civile. Le premier, c'est les droits de la majorité. Et l'autre, c'est le principe d'égalité, le droit pour chacun.